Une chose à propos de cette administration, elle est peut-être incompétente, mais elle met clairement en œuvre ce qu'elle veut faire. Et si on remonte à seulement 7 mois, on l'a vu passer de l'Ukraine à Gaza, du Liban au Venezuela, puis au Groenland, et ensuite à l'Iran, non? Et maintenant, on parle peut-être de Cuba. Alors, est-ce que Donald Trump est capable de dire « ça suffit, c'est assez » à propos de l'Iran? Est-ce qu'il peut dire « je vais faire porter la responsabilité du détroit d'Ormuz aux Européens parce qu'ils ne font pas leur part ». En réalité, on a plutôt trouvé un bon compromis avec les Iraniens. Ils vont commencer à laisser passer les navires. La question du pétrole va mettre quelques mois à se stabiliser, mais d'ici les élections de mi-mandat, le prix de l'essence devrait redescendre à environ 2,90 $ le gallon aux États-Unis. Est-ce que c'est ça son calcul? Et maintenant, il se tourne vers Cuba, parce qu'on a bien vu que cette administration sait très bien passer d'un sujet à un autre, d'un pays à un autre. Il faut aussi regarder du côté iranien. Il y a seulement quelques jours, on a entendu des déclarations assez défiantes venant d'Iran. Ghalibaf, par exemple, a déclaré que selon le peuple iranien, l'ennemi cherche à forcer la reddition de l'Iran par la pression économique. Et il a ajouté que ça n'arrivera pas. Ensuite, le porte-parole de la Commission de la Sécurité nationale a réagi à l'article d'Axios, celui qui a tout déclenché, en parlant d'une possible issue. Il a dit que tout ça, c'était juste des vœux pieux. Et il a ajouté que si les États-Unis ne cèdent pas et ne font pas les concessions nécessaires, alors eux non plus ne mettront pas fin à cette situation. Un des membres du Parlement a ajouté qu'il fallait poursuivre notre politique de contrôle maximal du détroit d'Ormuz. On n'abandonnera jamais ça. Et puis hier, d'après l'agence de presse ISNA à Téhéran, ils ont indiqué que la partie iranienne insistait sur 3 axes principaux dans les négociations. L'indemnisation des dommages, la levée des sanctions sur les avoirs bloqués et la levée du blocus maritime. Voilà un peu où ils en étaient. En gros, c'est comme dire, on va poser nos exigences ici et on ne renoncera jamais au contrôle du détroit. Mais aujourd'hui, il y a eu une interview avec un autre universitaire de Téhéran. Beaucoup de gens vont voir le docteur Izadi. Et dans la première partie de l'interview, celle que je vais vous montrer maintenant, il était plutôt conciliant. Il n'était clairement pas aussi défiant, je dirais, que les autres. Il disait « oui, on va y réfléchir » et peut-être qu'il y a une possibilité d'un accord négocié. Parce qu'on lui posait des questions sur ce qu'il y avait dans l'article d'Axios et sur ce que Fox News et le Wall Street Journal rapportaient. Et il n'avait pas l'air de vouloir dire que tout ça ne valait rien. Il disait plutôt « oui, on pourrait le faire ». Mais à la fin, il a dit ceci. Si les États-Unis veulent augmenter les chances que l'Iran accepte ce genre de proposition, ils doivent s'assurer de lever toutes les sanctions, de les supprimer complètement et de rendre à l'Iran son argent. Ces choses-là doivent se produire. Si ce n'est pas le cas, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup d'envie de s'engager dans ce type d'initiative parce que ça donnerait l'impression d'une capitulation face aux États-Unis. Et je ne crois pas qu'il y ait qui que ce soit en Iran qui soit prêt à capituler devant les États-Unis. Alors, d'après ce que vous savez, est-ce qu'il existe du côté iranien une voie possible, une version, quelle qu'elle soit, de ce que dit le président Trump qui pourrait être acceptée par l'Iran? Et si oui, est-ce que ça permettrait de lever ces 2 blocages? Qu'en pensez-vous? Je veux dire ça parce que je n'aurais jamais imaginé me retrouver dans cette situation, Danny. Et j'ai le sentiment que toi aussi, tu ressens un peu la même chose. C'est-à-dire que je me sens plus à l'aise quand j'interprète, quand j'analyse, quand j'essaie de comprendre un pays étranger, un groupe étranger, peu importe, plutôt que les Américains. Je me sens beaucoup plus à l'aise
à essayer de comprendre les Iraniens, à deviner ce qu'ils vont faire ensuite, ce qu'ils veulent vraiment dire, quelles sont leurs intentions, et tout ça, que je ne le suis avec cette administration américaine. Je n'aurais jamais cru dire ça, franchement. Et maintenant qu'on parle de l'Iran, je peux te dire que la confiance que j'ai aujourd'hui pour en parler, elle est 10 fois plus grande que celle que j'ai quand il s'agit de l'administration américaine. Parce que c'est bien avec ça qu'on doit composer, non? Nous avons affaire à Donald Trump et à ses sbires. Et on ne peut rien prendre pour acquis. On ne peut rien leur faire confiance. On ne peut même pas être sûr qu'ils vont admettre que le ciel est bleu. Vous voyez? Mais au moins, avec les Iraniens, ils ont été cohérents. Et donc maintenant, avec le professeur Azadi, les points qu'il soulevait et cette idée d'un moratoire sur l'enrichissement pendant 5 ans, tout ça, c'est en ligne avec ce qu'ils disent depuis des mois. C'était ce qui était proposé, ce qui était sur la table, avant que les États-Unis ne déclenchent cette guerre. Donc, si les Iraniens changent, s'ils modifient ou font évoluer leur position, c'est compréhensible. On peut voir pourquoi ils ont pris cette décision de passer à une autre position, non? Ou on peut s'y attendre, parce qu'encore une fois, ils ont été cohérents. Ils ont été prévisibles parce que tout repose sur leurs intérêts réels et ils ont des objectifs clairement énoncés, et ainsi de suite. Donc je veux dire, avec les Iraniens, ici, je pense que ce qu'on a vu, c'est Donald Trump annoncer le projet Freedom, qui était une opération encore pire que la jetée de Joe Biden à Gaza, non? Au moins, la jetée à Gaza a tenu 1 semaine, je crois. C'est une bonne comparaison. Et on va dire que ça n'a pas duré aussi longtemps que ça. On n'aurait jamais cru voir ça arriver, hein? Très bon point. Et vous savez, le projet Freedom a duré quoi? 24 heures, peut-être 36. Et tout de suite, les Iraniens ont réagi. D'ailleurs, on pourra revenir sur ce qui s'est passé pendant ce temps-là, non? Des coups de feu tirés un peu partout dans le Golfe. On ne sait toujours pas vraiment ce qui s'est passé. Qui a tiré? Sur quoi? Mais vous savez, à la fin du projet Freedom, ce qu'on a vu, c'est cette annonce iranienne disant « Voilà comment vous allez traverser le détroit d'Ormuz. Vous allez envoyer un email. » Il l'a for. Oui, voilà. Exactement. Oui. Et c'est comme ça que vous allez procéder. C'est comme ça que ça va se passer. Je veux dire, le président des États-Unis annonce le projet Freedom. Puis un jour et demi plus tard, il le retire. Et là, les Iraniens disent « Très bien, c'est fini. Voilà comment ça va se passer. » En même temps, comme on le sait maintenant, l'une des raisons pour lesquelles le projet Freedom a échoué, c'est que les Saoudiens et les Koweïtiens n'allaient pas le soutenir. Donc, on commence à voir la stratégie de l'Iran, qui consiste à créer des tensions politiques, à exercer une pression politique sur les alliés de l'Amérique, commencer à porter ses fruits. Avant ça, ce n'était que des commentaires, des spéculations. Est-ce que les Saoudiens vont faire ceci? Est-ce que les Qataris vont faire cela? Qu'est-ce qui va se passer? Et maintenant, on commence à voir les résultats de la stratégie iranienne. Les Émirats arabes unis qui quittent l'OPEP, les Koweïtiens et les Saoudiens qui disent « Vous ne pouvez pas utiliser notre espace aérien. Vous ne pouvez pas utiliser nos bases pour votre projet. » Au fait, est-ce que vous savez pourquoi l'Arabie saoudite, pourquoi ça les a mis en colère à ce point? Parce qu'ils veulent voir une issue, je pense. Parce qu'ils ont assez souffert. Ils ont été assez maltraités. Depuis 2 mois, ils servent de tampon pour l'Amérique. Pas seulement un tampon militaire, mais aussi économique. Ils regardent leurs arrêts de production, leurs pertes, non? Je veux dire, pour les Saoudiens, c'est réduit d'1 tiers, je crois. Et pour les Koweïtiens, bon sang, c'est plus de 80%, je pense. Je regardais encore ça hier. Et maintenant, eh bien, je ne me souviens plus des chiffres exacts, mais les conséquences pour eux sont bien réelles. Et maintenant,
Donald Trump va lancer ce Project Freedom, où il va utiliser, vous savez, on a vu un F-18. Si c'est ça, l'événement militaire qui définit l'Empire américain dans sa forme actuelle, dans sa vraie forme, c'est un Super Hornet à 100 millions de dollars qui tire sur un pétrolier vide au milieu de l'océan, non? On a vu un F-18 américain tirer soi-disant sur le gouvernail d'un navire iranien qui refusait de faire demi-tour. Un navire iranien vide d'ailleurs. Mais je veux dire, je pense que les Koweïtiens et les Saoudiens ont vu ça comme une escalade, et les Pakistanais aussi. Parce que le Premier ministre Sharif, vous savez, a tout de suite publié un communiqué disant, en gros, « Je suis tellement heureux que les Américains aient retrouvé la raison. » Merci à Mohammed Ben Salman d'avoir fait ce qu'il fallait pour convaincre les Américains d'abandonner cette idée stupide. Ce n'est pas exactement ce que Sharif a dit, mais c'est clairement le sens de son message. Voilà. Je pense que c'est ça. Ils en ont assez de cette guerre. Et alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre quand Marco Rubio dit que la fureur épique est terminée, que la campagne offensive est finie? Est-ce que c'est juste leur façon de passer à la phase suivante? Ou bien une manière d'éviter la résolution sur les pouvoirs de guerre, comme s'ils allaient y prêter attention de toute façon? Ça ne comptait pas pour eux? Ou est-ce qu'ils le pensent vraiment? Est-ce qu'ils veulent vraiment dire « Non, la guerre est finie pour nous ». Alors, pour revenir à votre question sur l'Iran, je pense que l'Iran comprend très bien la position dans laquelle il se trouve. Et il voit les fruits de leur stratégie. Il voit la pression qui s'exerce sur les Américains. Il voit la guerre économique avancer, lentement mais sûrement, jour après jour. On peut tous ignorer les marchés à ce stade. Les marchés sont absurdes. Et ils connaîtront une énorme correction quand le moment sera venu. Mais enfin, regardez par exemple les prix du pétrole. Les prix du pétrole sont largement en dessous. Il faut bien comprendre qu'il s'agit de contrats à terme sur le pétrole. C'est du pétrole qui sera livré plus tard, pas le prix qu'on paie aujourd'hui, le prix au comptant. Donc, si on regarde et qu'on voit que le Brent est tombé à 100 $ le baril, ou même en dessous maintenant, eh bien, c'est pas le prix réel du pétrole aujourd'hui. En réalité, c'est 20 ou 30 $ de plus. Voilà. Donc, on peut tous, franchement, mettre les marchés de côté parce qu'ils ne représentent plus grand-chose au fond. Oui, tu vois, c'est en dessous de 4,94. D'accord. Oui. Et on peut ignorer ça, parce que le prix du Brent est probablement autour de 125, 130 aujourd'hui. Et donc, à mesure que les stocks continuent de baisser, que ces navires, qui auraient dû décharger leur cargaison de carburant, de pétrole ou de gaz naturel liquéfié, puis repartir chercher une nouvelle cargaison, eh bien, ils en sont toujours au même point qu'à la fin février, début mars. Quand tout ça va se répercuter, quand la réalité des stocks, la réalité de la demande, et bien sûr tous les produits dérivés, les engrais, les produits pétrochimiques, les produits chimiques, l'hélium, tout ça, quand ça va se faire sentir, il y aura aussi un décalage. On peut parler des agriculteurs qui n'arrivent pas à se procurer leurs engrais un peu partout dans le monde, mais toi et moi, on ne le verra pas dans nos supermarchés avant août ou septembre. Non? Et même plus tard que ça, en fait. Parce que ces coûts-là, eux aussi, mettront du temps à se répercuter. Donc, je pense que les Iraniens savent qu'ils sont dans une bonne position. Attendez, parce qu'il y a deux faces à cette médaille, même du côté iranien. J'ai suivi de très près les publications sur les réseaux sociaux de plusieurs dirigeants iraniens, et dans leurs messages en persan, ils disent beaucoup de choses du genre « Écoutez, il faut qu'on se ressaisisse ». Ils demandent par exemple aux entreprises de ne pas licencier, de garder leurs employés, parce qu'ils traversent une période très difficile. Il y a de graves pénuries de médicaments, de nourriture et d'autres produits essentiels. Ils expliquent que cette opération, cette guerre économique,
visent précisément à détruire leur monnaie, à la faire perdre de la valeur, et ainsi de suite. Alors la vraie question c'est, est-ce qu'on a un moyen indépendant de le vérifier? Est-ce que la pression devient tellement forte sur l'Iran qu'il serait prêt à faire des concessions sur d'autres sujets? Je veux dire, le fait qu'ils soient prêts à proposer, par exemple sur la question nucléaire, un moratoire de 5 ans, c'est déjà une concession, non? C'est quelque chose que leurs plus durs considèrent comme une atteinte à leur souveraineté. Pour eux, on ne devrait avoir aucun accord qui nous impose des limites. Et puis on ne peut pas faire confiance aux Américains. Ils nous ont trahis 2 fois au cours des 12 derniers mois pendant les négociations. Ils se sont retirés du JCPOA. On vous avait dit qu'ils allaient le faire. Donc à mon avis, ce qu'ils proposent déjà, c'est une concession assez importante. Et le fait que les Iraniens, j'ai vu les mêmes publications que toi, Danny, que les dirigeants iraniens communiquent avec la République, tu vois, à propos de la situation, des circonstances. Vous savez, j'imagine un peu nos dirigeants là. Dans ma tête, j'ai l'image de Leslie Nielsen dans « Y a-t-il un flic pour sauver la reine ?» debout devant l'usine de feux d'artifice en train d'exploser, qui dit « Circulez, y a rien à voir ». Ou encore le jeune Kevin Bacon dans American College, qui hurle « Tout va bien » à la toute fin. Voilà, c'est un peu cette juxtaposition. Parce que oui, même s'ils subissent une vraie pression importante, et que ça va faire mal, je pense qu'ils sont mieux placés pour encaisser ça, pour traverser cette période, à la fois comme économie dans son ensemble, comme système national, et de manière solide, que ce pays-ci, où l'idée que le Parti républicain, avec tout le reste qui se passe, ait suivi cette guerre de choix, est quand même assez frappante. Tu sais, avec la façon dont l'économie se comporte, les dossiers Epstein, la corruption, les attaques contre les communautés américaines par la police secrète et tout le reste. Ils ont cette guerre. Voilà, merci Cameron, je le savais. Franchement, c'est pas ça notre direction en ce moment? Le leadership de la Maison-Blanche, de la Chambre et du Sénat, c'est pas eux là en ce moment? Tu sais, le fait que les Iraniens soient prêts à dire ouvertement « Écoutez, comme vous le dites, il faut qu'on fasse respecter la démocratie, qu'on impose certaines conditions ici à cause de la situation », eh bien, ce n'est rien que les Iraniens n'aient pas déjà connu, non? Franchement, quand on pense à ce qu'ils ont traversé pendant leur guerre de 8 ans contre l'Irak, et puis toutes ces décennies de sanctions qu'ils ont subies, dont certaines extrêmement dures, surtout à partir de 2011, 2012, jusqu'à l'accord sur le nucléaire, le JCPOA. Alors, si je devais parier sur qui va mieux résister à la crise économique qui arrive, aux difficultés à venir, je miserais sur les Iraniens. Et ce n'est pas pour minimiser ce qu'ils vont endurer. Leur monnaie ne vaut plus rien, c'est vrai. Tout le reste non plus. Mais malgré tout, ils s'en sortiront. Oui, ils s'en sortiront. Oui, et on va avoir des informations de première main tout à l'heure avec le professeur Miranda qui sera dans l'émission à 14 heures. Donc vraiment, tout le monde devrait écouter, parce que là, on va entendre les choses directement à la source. Et comme certains le savent peut-être, il faisait partie de la délégation pakistanaise qu'un représentant iranien a emmené au Pakistan. Donc ces propos ont un peu plus de poids que ceux d'un simple universitaire. Alors, avec le peu de temps qu'il nous reste, tu as parlé tout à l'heure de bellicisme et d'autres sujets du même genre. Et tu as aussi mentionné Cuba. J'ai juste besoin de te demander, est-ce que Cuba est la prochaine cible de Trump après que Rubio a traité les communistes d'incompétents? Matt, qu'est-ce qui se passe, bon sang, à Cuba? Je veux dire, aidez-moi à comprendre ça, même si c'est tordu, même si c'est mal. Aidez-moi à y voir clair. Pourquoi est-ce qu'on se préoccupe
autant de Cuba, au point d'en arriver à parler d'opérations militaires. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit ici. Et j'ai des sources très fiables, très haut placées dans le gouvernement américain, qui me confirment que c'est bel et bien sur la table une forme d'action militaire. Mais enfin, contre un pays où il n'y a pas de pétrole, pas de programme nucléaire supposé, aucune menace pour nous, ils ont déjà du mal à nourrir leur population. Alors, pourquoi parle-t-on aussi ouvertement d'utiliser la force militaire? C'est comme si un caïd de fac entrait dans une école primaire en disant « Je vais tabasser ce gamin de 8 ans ». Pourquoi on fait ça? Franchement, pourquoi? Et puis, pour l'armée américaine aussi, même si elle est déjà à bout de souffle après ce combat contre l'Iran, elle l'était déjà avant ce combat contre l'Iran. Vous voyez ce que je veux dire? Une guerre contre Cuba pourrait être menée directement depuis le territoire continental des États-Unis. Les Cubains, enfin, je ne sais pas, mais je vais supposer qu'ils n'ont pas vraiment de défense aérienne sérieuse. Vous voyez? Ce serait quelque chose que l'armée américaine, même fatiguée après l'Iran, pourrait encore faire. Mais pour moi, la raison pour laquelle tout ça se produit, c'est la même que celle de la guerre contre l'Iran. C'est ce que font les empires. Vous savez, en 1979, l'Iran a d'une certaine façon humilié l'Empire en quittant l'ordre américain. Depuis, les États-Unis sont obsédés par l'idée de remettre l'Iran à sa place. Et c'est pareil pour Cuba. Peut-être même plus douloureux encore pour les Américains, parce que Cuba est juste à côté. C'est à environ 90 000 de la Floride. Et la perte pour les entreprises américaines après la Révolution, après la chute du régime de Batista en 1961, vous savez, notre homme à la Havane, tout ça, ça a été une humiliation. Une vraie humiliation. Et il y avait des gens qui avaient vraiment de l'argent, aussi bien des entreprises que des particuliers, qui ont perdu parce que leurs plantations, leurs usines, avec enfin ce qu'on appellerait aujourd'hui des esclaves, ont été renversées et supprimées. Et donc, beaucoup de ces exilés, ces gens, ces descendants du régime qui a été renversé à Cuba en 1961, quand on leur parle, ils disent « Ah oui, mes grands-parents étaient ceci ou cela ». Et puis, on se rend compte que ces gens dirigeaient des plantations, qui faisaient tourner des usines dans des conditions inimaginables, en payant presque rien. Franchement, ils méritaient d'être renversés. Ils auraient dû être chassés de ces pays. Ces gens-là exploitaient leurs compatriotes cubains, un peu comme les Espagnols l'avaient fait pendant des siècles. Donc, en fait, l'idée, c'est que depuis 66 ans, c'est quelque chose que l'Empire américain désire profondément, parce qu'il faut réparer l'injustice, rétablir l'ordre, répondre à l'humiliation et d'une certaine manière, la venger. Voilà, tout ça. Et puis, il faut aussi tenir compte des particularités de la politique américaine, de l'importance de la Floride dans le système politique des États-Unis et de la forte présence des Américains d'origine cubaine qui avaient des liens avec le régime du dictateur. De la même façon, je pense qu'avec la voix très présente de la diaspora iranienne ici, aux États-Unis, la plupart des Iraniens ou des Irano-Américains ne sont pas favorables à ce que les États-Unis bombardent l'Iran. Mais ceux qui font le plus de bruit, ceux qui ont accès au micro, ont tous un lien avec la monarchie, non? D'une manière ou d'une autre, ils sont rattachés à la famille royale Pahlavi et ils veulent que ce régime soit rétabli. Ils veulent retrouver ce qu'ils considèrent comme leur âge d'or. Et pour moi, c'est ce qui explique le tableau d'ensemble dans toute cette histoire. Ensuite, on peut regarder les éléments un par un. Par exemple, Marco Rubio, son obsession personnelle pour ce sujet, et le fait que, politiquement, ça joue bien en Floride. Mais je pense que ce que les républicains voient, et je suis sûr que Rubio le comprend comme ça, c'est qu'il manque de temps.
Leur capacité à agir librement, sans entrave, pourrait atteindre son maximum aux élections de mi-mandat. Et si les démocrates reprennent le contrôle du Congrès, ils vont créer tellement de problèmes aux républicains, à la Maison-Blanche, que ce genre de choses ne sera plus leur priorité. Ils pourraient encore le faire, bien sûr, mais le temps qu'ils y consacreraient, non. L'énergie du président ne serait plus concentrée là-dessus, mais sur une nouvelle procédure de destitution ou autre chose du même genre. Même si Hakeem Jeffries a déjà dit que la destitution n'est pas quelque chose qu'il envisage sérieusement, qu'il n'y est pas favorable. Donc on voit déjà comment les démocrates comptent s'y prendre.